Chers étudiants, bonjour dans notre 9e cours des principes de marketing. Aujourd'hui, nous aborderons le 6e chapitre, le marketing international. C'est un sujet très intéressant où la mondialisation a apporté des changements radicaux aux activités des entreprises ainsi qu'aux habitudes de consommation des individus. De plus en plus, les entreprises étendent la commercialisation de leurs produits et services à différents pays, adoptant parfois la même approche marketing que dans leur pays d'origine, tandis que d'autres fois, elles s'adaptent aux particularités du marché ciblé et aux structures économiques locales. Donc, dans ce chapitre, nous examinerons les décisions clés auxquelles les entreprises doivent faire face concernant leur présence à l'échelle mondiale. Nous aborderons également les différentes étapes impliquées dans ce processus, commençant par la prise de décision d'internationalisation jusqu'à l'élaboration du plan marketing international. Donc, les éléments clés à aborder dans ce chapitre est le marketing international, c'est-à-dire la définition du marketing international. Deuxièmement, quelles sont et pourquoi les entreprises prennent des décisions de s'internationaliser. Les choix des marchés, c'est-à-dire comment choisir les marchés internationaux. Quels sont les modes d'accès à ces marchés. Et enfin, l'élaboration du plan marketing international, bien sûr, qui consiste sur l'élaboration du plan concernant le produit, la distribution, la fixation du prix et la communication. Commençons notre chapitre par la définition du marketing international. Le marketing international, également connu sous le nom de marketing mondial ou marketing global, il est l'ensemble des activités et des stratégies mises en œuvre par les entreprises pour promouvoir et vendre leurs produits ou services sur les marchés internationaux. Elle englobe toutes les activités liées à l'identification, à la création, à la promotion, à la distribution et à la vente de biens ou services au-delà des frontières nationales. Le marketing international prend en compte les différences culturelles, économiques, politiques, juridiques et sociales entre les pays cibles. Les entreprises doivent adapter leurs produits, leurs prix, leur communication et leur distribution pour répondre aux besoins spécifiques de chaque marché étranger. Les principales caractéristiques du marketing international, on trouve la mondialisation. Il s'agit de l'expansion des activités de l'entreprise à l'échelle internationale pour atteindre des consommateurs du monde entier. On trouve aussi parmi les caractéristiques l'adaptation et la standardisation. Les entreprises doivent décider de la meilleure approche pour s'adapter aux particularités de chaque marché ou maintenir une approche standardisée pour maximiser l'efficacité et réduire les coûts. On trouve aussi la recherche internationale, une analyse approfondie du marché étranger est nécessaire donc pour comprendre les besoins des consommateurs, la concurrence locale, les réglementations et les opportunités d'affaires. Aussi, parmi les caractéristiques du marketing international, on trouve la communication multilingue et interculturelle. Les campagnes publicitaires et les messages marketing doivent être adaptés pour être compréhensibles et pertinents pour les différents publics cibles. On trouve aussi la distribution internationale. Donc, trouver les meilleurs canaux de distribution pour atteindre les clients dans différents pays est essentiel. Et aussi, enfin, la gestion des risques. Les entreprises doivent faire face à des risques liés aux fluctuations des taux de change, aux réglementations douanières, aux différences culturelles, etc. Donc, le marketing international est essentiel pour les entreprises qui cherchent à accroître leur présence à l'échelle mondiale et à profiter des opportunités offertes par les marchés internationaux. Cependant, il présente également des défis uniques qui nécessitent une compréhension approfondie des marchés étrangers et des compétences en gestion internationale. Deuxièmement, quelle est l'importance du marketing international? Le marketing international revêt une grande importance tant du point de vue du consommateur
que du producteur ainsi que sur le plan économique. Donc, voici quelques raisons clés pour lesquelles le marketing international est crucial. Donc, il est l'importance du point de vue du consommateur. On trouve l'accès à de nouveaux produits et biens. Le marketing international permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits et services qui ne sont pas disponibles dans leur pays d'origine. Cela offre une grande variété et diversité de choix aux consommateurs. Parmi l'importance aussi, c'est l'accès à des biens à bas prix. Le commerce international peut permettre aux consommateurs d'acheter des biens à des prix plus compétitifs en profitant des avantages de la concurrence entre les différents marchés. Parmi les avantages aussi du marketing international de vue du consommateur est de profiter des avantages de la concurrence. La concurrence internationale peut conduire à des améliorations de la qualité des produits et des services ainsi qu'à des prix plus compétitifs, ce qui profite directement aux consommateurs. Pour l'importance du point de vue du producteur, on trouve l'exportation des surplus de production. Le marketing international permet aux producteurs de vendre leur excédent de production sur le marché étranger, évitant ainsi les problèmes de surproduction sur le marché international. Parmi l'importance aussi, c'est accroître la présence sur le marché étranger. En s'implantant sur des marchés internationaux, les producteurs peuvent étendre leur portée et augmenter leur base de clients potentiels. Et aussi, on trouve fabriquer des produits à moindre coût. Dans certains cas, la production dans d'autres pays peut être moins coûteuse en raison des facteurs tels que les coûts de la main-d'œuvre ou les avantages fiscaux, ce qui permet de réduire les coûts de production. D'autre importance est d'augmenter la capacité de production et les bénéfices. En accédant à de nouveaux marchés, les producteurs peuvent augmenter leur volume de production, ce qui peut conduire à une augmentation de la rentabilité globale de l'entreprise. Et enfin, on trouve aussi le développement de l'image. S'implanter sur les marchés internationaux peut améliorer la perception de la marque et renforcer l'image de l'entreprise, ce qui peut avoir des effets positifs sur le marché national également. Troisième élément d'importance du marketing international, on trouve l'importance du point de vue économique. Commençons par stimuler la production globale et la demande de biens et services. Le marketing international permet d'augmenter les échanges entre les pays, ce qui peut stimuler la production totale et la consommation de biens et de services à l'échelle mondiale. Aussi, accroître les revenus provenant des exportations. Les exportations de biens et de services peuvent générer des revenus importants pour les pays exportateurs, contribuant ainsi à la croissance économique. Étendre aussi le secteur industriel. Le commerce international peut encourager le développement de nouvelles industries et secteurs économiques, créant ainsi des opportunités d'emploi et de croissance économique. Quatrième élément d'importance du point de vue économique est optimaliser les ressources naturelles. Certains pays disposent de ressources naturelles spécifiques qui peuvent être utilisées plus efficacement en les exportant vers des marchés qui en ont besoin. En conclusion, le marketing international est essentiel pour répondre aux besoins et aux désirs du consommateur à l'échelle mondiale, permettre aux producteurs de se développer et d'accroître leur rentabilité, tout en contribuant à la croissance économique globale. Cependant, il nécessite une planification stratégique et une compréhension approfondie des marchés étrangers pour réussir dans un environnement international concurrentiel. Maintenant, pourquoi les entreprises s'internationalisent? La décision de s'internationaliser peut être influencée par différents facteurs. Dans certains secteurs tels que le luxe, l'informatique, la téléphonie ou les jeux vidéo, des entreprises renommées telles que Samsung ou Nintendo sont présentées à l'échelle mondiale depuis longtemps. D'autres secteurs autrefois axés sur le marché national font face à une concurrence internationale
croissante de nos jours et la plupart des secteurs sont désormais considérés comme étant globaux. Les entreprises cherchent souvent à s'internationaliser pour diverses raisons. Certains marchés internationaux offrent une rentabilité plus élevée ou une croissance plus forte que le marché domestique. D'autres raisons, l'internationalisation réduit la dépendance aux fluctuations économiques nationales et aux changements de préférences locales. Troisième raison, l'entreprise peut chercher à contrer la concurrence des acteurs internationaux sur son marché national. D'autres raisons aussi, les clients recherchent des services internationaux et se déplacent à l'étranger. Cependant, s'internationaliser comporte également des risques. Parmi ces risques, on trouve que comprendre les préférences locales du nouveau marché peut être difficile et l'entreprise ne peut pas parvenir à créer une offre compétitive localement. D'autres risques, c'est que l'entreprise peut rencontrer des difficultés à s'adapter à la culture locale des affaires. Les réglementations aussi locales peuvent être sous-estimées, entraînant des coûts imprévus. D'autres risques aussi, l'entreprise peut être vulnérable aux évolutions qui se produisent dans le pays d'implantation, tels que les changements des lois, des dévaluations de la monnaie ou des barrières à l'investissement étranger. Face à la nécessité d'internationaliser, les entreprises doivent adopter une approche rigoureuse pour aborder les marchés internationaux. Elles doivent adapter leurs approches marketing car les différences entre pays peuvent influencer la réaction des consommateurs aux politiques marketing. Avant d'entrer maintenant aux marchés internationaux, nous devons faire une étude de ce marché. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude de marché international? L'étude de marché international est une analyse approfondie et systématique des différents aspects d'un marché étranger spécifique dans le but de recueillir des informations pertinentes pour prendre des décisions stratégiques en matière d'expansion internationale. Cette étude joue un rôle crucial pour les entreprises qui envisagent de pénétrer un nouveau marché étranger ou de développer une activité à l'échelle internationale. Il y a quelques points importants concernant l'étude de marché international. Parmi ces points, on trouve qu'on doit déterminer l'objectif de l'étude. C'est-à-dire, avant de commencer l'étude, il est essentiel de définir clairement les objectifs et les questions de recherche que l'on cherche à résoudre. Les objectifs peuvent varier tels que l'évaluation de la demande potentielle pour un produit ou un service spécifique, l'analyse de la concurrence, l'identification des canaux de distribution appropriés ou l'évaluation des tendances de marché. Parmi aussi les points importants pour l'étude de marché, on trouve la collecte des données. L'étude de marché international implique souvent la collecte de données primaires et secondaires. Les données primaires sont celles collectées spécifiquement pour l'étude par le biais de sondages, d'entrevues, d'enquêtes en ligne et des études de terrain. Les données secondaires sont déjà disponibles, comme les statistiques gouvernementales, les rapports d'organisations internationales, des études de marché existantes, etc. D'autres points aussi, on trouve l'analyse de la demande et du marché. L'étude de marché international évalue la demande potentielle pour le produit ou le service sur le marché cible. Cela implique de comprendre les besoins et les préférences des consommateurs. Aussi, comprendre les tendances d'achat, les facteurs culturels et économiques et sociaux qui influencent le marché, ainsi que l'existence de concurrents locaux. D'autres points aussi à considérer, c'est l'analyse de la concurrence. L'étude aussi examine également des acteurs du marché local qui proposent des produits ou des services similaires. Il est crucial de comprendre la concurrence existante et d'identifier les avantages compétitifs de l'entreprise sur ce marché. Donc, l'étude de marché international est une étape critique dans le processus de développement d'une stratégie d'expansion à l'échelle mondiale. Une analyse approfondie et bien informée permet à l'entreprise
de mieux comprendre le marché cible, de réduire les risques et de maximiser les chances de réussite dans un environnement commercial international compétitif. Et comme nous avons mentionné avant, dans le contexte de l'étude du marché international, on trouve la recherche secondaire et la recherche primaire. Tout d'abord, la recherche secondaire. La recherche secondaire consiste à recueillir des données et des informations qui ont déjà été collectées par d'autres sources. Ces sources peuvent être des études de marché existantes, des rapports gouvernementaux, des publications académiques, des statistiques officielles, des articles de presse, des bases de données en ligne, etc. L'avantage de la recherche secondaire est qu'elle est souvent rapide, peu coûteuse et facilement accessible. Dans le cadre d'une étude de marché international, la recherche secondaire permet d'obtenir des informations sur le marché cible, c'est-à-dire elle fournit des données démographiques, économiques, sociales et culturelles sur le pays cible, ce qui permet de mieux comprendre le contexte et les caractéristiques du marché. Les études secondaires aussi permettent d'identifier les tendances des marchés. Elle permet d'analyser les tendances de consommation, les comportements d'achat, les préférences de consommateurs, les évolutions technologiques, les évolutions réglementaires, etc. Elle permet aussi d'évaluer la concurrence. Elle permet d'identifier les concurrents déjà présents sur le marché et d'analyser leur positionnement, leur stratégie marketing, leur perte de marché, etc. Donc, comprendre aussi les réglementations et les barrières. Elle fournit des informations sur les lois et réglementations spécifiques aux pays cibles, ainsi que les barrières commerciales et les restrictions éventuelles. Deuxième type de collecte de données et d'études de marché est la recherche primaire. La recherche primaire consiste à recueillir des nouvelles données et informations spécifiquement pour l'étude de marché en cours. Elle est généralement réalisée en interrogeant directement des individus ou des groupes cibles par le biais de sondages, d'entretiens, d'enquêtes en ligne ou d'observations sur le terrain. Dans le cadre d'une étude de marché international, la recherche primaire permet d'obtenir des informations spécifiques et actualisées. Donc, contrairement à la recherche secondaire, la recherche primaire permet de recueillir des données adaptées aux besoins spécifiques de l'étude et d'obtenir des informations à jour sur le marché cible. La recherche primaire permet aussi de valider les résultats de la recherche secondaire. La recherche primaire peut être utilisée pour confirmer ou infirmer les données trouvées lors de la recherche secondaire. Il permet aussi d'obtenir des données sur des sujets spécifiques. Elle permet de recueillir des informations détaillées sur des sujets précis qui peuvent ne pas être couverts de manière adéquate dans les sources de recherche secondaire disponibles. En combinant la recherche secondaire et primaire, une étude de marché international peut obtenir une analyse complète et approfondie du marché cible, fournissant ainsi des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et élaborer une stratégie d'expansion internationale réussie. Maintenant, comment choisir les marchés internationaux? Lors de l'élaboration de son plan international, l'entreprise doit tout d'abord déterminer le nombre et le type de pays qui seront ciblés. Tout d'abord, commençons par déterminer le nombre de pays concernés. Généralement, les entreprises adoptent une approche progressive en s'implantant successivement sur différents marchés. Cette méthode en cascade, utilisée par différentes entreprises telles que BMW, permet de concevoir un plan de lancement spécifique pour chaque marché, tout en étalant les investissements humains et financiers. Et notre stratégie consiste à entrer simultanément sur plusieurs marchés. Cette approche est préférable lorsque ces marchés connaissent une forte croissance, qu'un avantage durable peut être acquis en tant que premier entrant ou lorsqu'on anticipe l'arrivée imminente de concurrents puissants.
Un exemple de cette approche est le lancement mondial de Windows 8 par Microsoft, vendu à 60 millions d'exemplaires dans 42 pays au cours des 10 premières semaines suivant son lancement fin octobre 2012. Cependant, cette approche nécessite des ressources financières importantes et peut être difficile à coordonner. Il est intéressant de noter que de nombreuses startups et entreprises high-tech adoptent aujourd'hui une approche dite Born Global, ce qui signifie qu'elles lancent leur activité à une échelle internationale dès le début. Deuxièmement, le choix des pays. Pour déterminer le pays où s'implanter, une entreprise commence généralement par évaluer le potentiel global des marchés et son attrait avant d'analyser les facteurs de réussite locaux en fonction de la concurrence et de l'infrastructure marketing locale. Le choix d'implantation sont souvent influencés par des facteurs de proximité géographique et culturelle. Pour une entreprise peu habituée à l'international, il est souvent plus facile de commencer par des pays aux comportements et aux perceptions culturelles similaires. En général, il est recommandé d'établir une liste de critères préalablement définis pour ensuite comparer les pays envisagés en fonction de ces critères. Dans certains cas, cette méthode peut conduire à des choix surprenants. L'attrait d'un pays dépend de ses caractéristiques géographiques, démographiques, politiques, économiques, socioculturelles et réglementaires. En raison de leur forte croissance, de nombreuses entreprises s'intéressent actuellement aux marchés émergents, notamment comme par exemple le BRIC, c'est-à-dire ou bien le CIVET, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, la Colombie, l'Indonésie, le Vietnam, l'Afrique du Sud, la Turquie, etc. Inversement, de nombreuses entreprises provenant des pays émergents sont devenues de puissantes multinationales qui réalisent une part importante de leur activité dans les pays occidentaux. Elles identifient souvent des niches inexploitées pour réussir à l'international. Certains rachètent également des entreprises locales pour renforcer leur présence, comme le groupe chinois Lenovo qui a hacké l'activité PC d'IBM. Aussi ou l'entreprise indienne Apollo Tyres qui a procédé à de nombreux rachats aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. Ainsi, l'échange de pratiques et la diffusion de nouveaux produits s'effectuent désormais dans les deux sens entre les pays riches et ceux en forte croissance. Les critères utilisés pour mesurer l'attrait d'un pays ou un segment de marché international comprennent généralement la taille de marché. Il s'agit de la dimension du segment de marché potentiel en termes de nombre de clients, de volume de vente ou de chiffre d'affaires potentiel. Un segment plus vaste offre un plus grand potentiel de croissance des ventes. Il y a aussi le taux de croissance. La croissance du segment du marché est un facteur important à prendre en compte car un segment en pleine expansion peut offrir de nouvelles opportunités de développement. D'autres critères, c'est la rentabilité. L'analyse de la rentabilité potentielle des segments est essentielle. Certains segments peuvent générer des marges bénéficiaires plus élevées que d'autres, ce qui les rend plus attractifs pour l'entreprise. D'autres critères, c'est les économies d'échelle. Un segment de marché où il est possible de réaliser des économies d'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire les économies d'échelle? C'est la réduction des coûts unitaires à mesure que la production augmente. C'est ça, les économies d'échelle. Donc, réaliser des économies d'échelle peut être plus intéressant pour une entreprise en raison d'une meilleure efficacité opérationnelle. D'autres critères est la synergie réalisable. Certains segments peuvent présenter des synergies avec les produits ou services existants de l'entreprise, ce qui permettrait d'exploiter des avantages compétitifs ou des opportunités de cross-selling, ou bien la vente croisée. D'autres critères est le risque encouru.
L'analyse des risques liés à chaque segment de marché est cruciale. Certains marchés peuvent être instables sur le plan politique, économique ou réglementaire, ce qui peut présenter des défis supplémentaires pour l'entreprise. En prenant en compte ces critères, l'entreprise peut déterminer les segments de marché internationaux les plus attrayants qui correspondent le mieux à ses capacités et à ses objectifs stratégiques. Le ciblage international est une étape importante pour maximiser le potentiel de croissance et réussir sur les marchés mondiaux. Une fois les marchés choisis, l'entreprise doit déterminer la meilleure façon de s'y implanter. Plusieurs options sont envisageables, chacune comportant un niveau différent d'engagement, de risque, de flexibilité, de contrôle sur les décisions marketing locales et de rentabilité. Donc, voici les 5 grandes options. Il y a l'exportation, la cession de licences et franchises, le joint venture, investissement direct et l'acquisition. Pour l'exportation, c'est-à-dire vendre des biens ou services à l'étranger depuis son propre pays. La cession de licences et franchises, c'est d'accorder le droit d'utiliser une technologie, une marque ou un modèle d'entreprise moyennant des frais ou redevances. Il y a le joint venture, c'est de former une entreprise commune avec une société locale pour partager les ressources, les risques et les bénéfices. Il y a aussi l'investissement direct, c'est d'établir une présence à l'étranger en créant une filiale ou une succursale. Et dernièrement, il y a l'acquisition, c'est-à-dire acheter une entreprise déjà établie dans le pays cible pour accéder rapidement à son marché et à ses ressources. Donc, tous ces modes offrent différentes approches pour pénétrer de nouveaux marchés, chacun ayant ses avantages et ses défis spécifiques. Commençons par le premier mode d'accès, l'exportation. L'exportation est le moyen le plus simple pour un fabricant d'accéder à un marché étranger en envoyant une partie de sa production vers ce marché. Donc, l'exportation est le processus par lequel une entreprise vend ses produits ou services à des clients situés dans d'autres pays que le sien. Cela peut impliquer la vente de biens physiques tels que des produits manufacturés ou des matières premières ainsi que la fourniture de services tels que des services informatiques, de conseil ou des prestations artistiques à l'étranger. Les avantages de l'exportation incluent l'augmentation des ventes, l'élargissement de la clientèle, la diversification des marchés et la possibilité de tirer parti des avantages concurrentiels de l'entreprise. Cependant, cela peut également présenter des défis tels que la gestion des coûts liés à la logistique internationale, des barrières commerciales, des différences culturelles et les réglementations spécifiques à chaque marché. Il faut mentionner qu'il existe deux types d'exportation. Il y a l'exportation directe et l'exportation indirecte. Expliquons maintenant l'exportation indirecte. Les entreprises débutent souvent par l'exportation indirecte, c'est-à-dire en passant par des sociétés spécialisées dans l'import et export. Cette méthode nécessite moins d'investissement et présente un moindre risque car l'intermédiaire apporte son expertise et ses services, ce qui permet d'éviter certaines erreurs. Il existe 3 possibilités pour une entreprise exportatrice de travailler avec des intermédiaires. La première possibilité est de collaborer avec un exportateur dans son propre pays qui achète la production du fabricant pour la revendre à l'étranger en son nom. Deuxième possibilité est de faire appel à un agent exportateur qui agira en tant qu'intermédiaire avec les acheteurs étrangers moyennant une commission. Troisième possibilité
est de rejoindre une coopérative qui exporte au nom de plusieurs producteurs dont la gestion et le contrôle sont assurés collectivement. Ces différentes approches offrent à une entreprise exportatrice une diversité de possibilités pour accéder au marché étranger en fonction de ses ressources, de son niveau de connaissance des marchés ciblés et de ses objectifs commerciaux. Le choix entre l'exportation directe ou indirecte dépendra de ces spécificités de chaque entreprise et de chaque marché visé. Deuxième type d'exportation, l'exportation directe. L'exportation directe entraîne effectivement des investissements et des risques plus importants, mais elle offre également la possibilité de réaliser des bénéfices plus élevés, car l'ensemble du chiffre d'affaires revient à l'entreprise. Différentes solutions sont envisageables pour une entreprise qui souhaite exporter directement. La première solution est la création d'un service export. L'entreprise peut mettre en place un service export chargé des ventes à l'étranger. Ce service collaborera avec les autres départements de l'entreprise pour les aspects tels que la publicité, la comptabilité, etc. Il peut également être constitué en tant que département d'exportation autonome directement responsable de ces résultats. Deuxième solution est la création d'une filiale commerciale à l'étranger. L'entreprise peut établir une filiale commerciale dans le pays cible qui sera directement responsable des opérations internationales. Cette filiale prendra en charge la gestion des ventes, parfois le stockage et la promotion. En outre, elle servira souvent de centre d'exposition et de service après-vente pour les clients locaux. Troisième solution est le recours à des représentants internationaux. Une option consiste à engager des représentants internationaux envoyés à l'étranger pour prospecter la clientèle et prendre des commandes au nom de l'entreprise exportatrice. Que l'entreprise choisisse l'exportation directe ou indirecte, cela constitue souvent une première étape pour tester le marché international avant de s'implanter de manière plus durable. De nos jours, grâce à l'Internet, l'exportation est grandement facilitée, permettant de communiquer aisément avec des clients d'autres pays et de se faire connaître à l'international. Les plateformes en ligne, les réseaux sociaux et les stratégies de marketing numérique offrent des opportunités pour atteindre un public mondial plus facilement qu'auparavant. Le deuxième mode d'accès au marché est la cession de licence et la franchise. La cession de licence et la franchise sont deux formules qui permettent à une entreprise de s'implanter sur des marchés étrangers grâce à des partenariats. Commençons par la cession de licence. Dans cette formule, le fabricant conclut un accord avec un partenaire étranger qui obtient l'autorisation d'utiliser un processus de fabrication, une marque, un brevet, un composant ou tout autre élément ayant une valeur marchande en échange d'un droit ou d'une redevance. Cette approche permet aux détenteurs de licence de s'implanter sur le marché sans prendre de grands risques et aux licenciés de bénéficier des compétences du fabricant et de la notoriété d'un produit. Cependant, la cession de licence présente quelques inconvénients. L'entreprise qui accorde la licence a moins de contrôle sur ses partenaires licenciés que si elle avait créé ses propres structures commerciales. De plus, si les licenciés obtiennent de bons résultats, l'entreprise ne bénéficie qu'en partie de leur succès, et à l'expiration du contrat, elle peut se retrouver avec un concurrent. Pour éviter cela, il est souvent préférable que le fabricant reste propriétaire de certains éléments clés comme des ingrédients spécifiques, comme par exemple dans le cas de Coca-Cola, et reste aussi à la pointe de l'innovation pour maintenir
l'intérêt de licencié et poursuivre la collaboration avec les licenciés. Maintenant, la franchise. Dans le modèle de franchise, l'entreprise offre à des partenaires locaux l'utilisation de son concept, de sa marque et de son système d'exploitation. Le franchisé est une entreprise locale qui investit dans la mise en place de l'activité et paie une redevance généralement proportionnelle à son chiffre d'affaires. De nombreuses chaînes internationales telles que McDonald's ou bien le Subway ont utilisé ce modèle pour s'implanter sur divers marchés. Il existe également d'autres types d'accords, tels que le contrat de fabrication, où la fabrication est confiée à des producteurs locaux, ou le contrat de gestion, où l'entreprise apporte ses compétences de gestion à une société locale qui fournit les capitaux. Chaque type d'accord présente ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépendra des objectifs de l'entreprise, de sa stratégie d'expansion et du marché cible. L'utilisation de la franchise et de la cession de licence offre aux entreprises une opportunité d'expansion rapide et de pénétration de nouveaux marchés, tout en réduisant certains risques et en bénéficiant des compétences ou de la notoriété du fabricant. Le troisième mode d'accès est le joint venture. Le joint venture est une formule de plus en plus utilisée par les investisseurs étrangers pour s'implanter sur les marchés étrangers. Elle consiste à s'associer avec des partenaires locaux pour créer une entreprise commune dont ils partagent la propriété et le contrôle. Cette association peut se faire de deux manières. L'investisseur étranger prend une participation dans une société locale existante et réciproquement, ou les deux parties décident de créer une nouvelle entité. Du point de vue de l'investisseur étranger, une joint venture peut être souhaitable ou même nécessaire pour des raisons politiques ou économiques. Politiquement, certains gouvernements étrangers peuvent exiger que l'entreprise prenne une participation locale comme condition d'entrer sur le marché. Sur le plan économique, l'entreprise peut estimer que ses moyens financiers, ses ressources physiques ou sa capacité de gestion sont insuffisants pour entreprendre seule l'opération. Cependant, la joint venture présente également certains inconvénients. Les partenaires impliqués dans la joint venture peuvent ne pas être d'accord entre eux sur la politique à suivre, ce qui peut conduire à des divergences d'opinion et de gestion. Par exemple, l'entreprise étrangère peut souhaiter y investir les bénéfices pour la croissance à long terme, tandis que ses partenaires locaux préfèrent encaisser les bénéfices à court terme. En outre, la joint venture peut compliquer la mise en œuvre d'une politique uniforme à l'échelle mondiale pour l'entreprise, car elle doit composer avec les intérêts et les besoins spécifiques des partenaires locaux. Malgré ces inconvénients potentiels, la joint venture reste une option attrayante pour de nombreuses entreprises qui souhaitent s'implanter sur des marchés étrangers tout en bénéficiant des avantages et de l'expertise des partenaires locaux. La mise en place d'une joint venture réussie nécessite une gestion efficace des relations avec les partenaires, une communication claire et une vision partagée des objectifs commerciaux communs. Maintenant, l'investissement direct. L'investissement direct est la quatrième façon de s'implanter sur un marché étranger, et cela implique d'investir dans une unité de production ou d'assemblage située à l'étranger. L'investissement direct offre plusieurs avantages en fonction du pays dans lequel il est réalisé. Tout d'abord, cela permet de réaliser d'importantes économies sur le coût de main-d'œuvre, de matières premières et de transport, ce qui peut renforcer la compétitivité de l'entreprise. De plus, dans certains cas, l'entreprise peut bénéficier de conditions spéciales telles que des privilèges fiscaux ou des garanties, ce qui peut rendre l'investissement encore plus attrayant. Ensuite, en créant des emplois dans le pays d'accueil, l'entreprise
peut améliorer son image auprès des autorités locales et de la population locale. Un autre avantage de l'investissement direct est que l'entreprise entretient des relations plus étroites avec l'administration, la clientèle, les fournisseurs et les distributeurs locaux, ce qui lui permet de mieux comprendre et s'adapter à l'environnement local. Elle peut ainsi mieux personnaliser ses produits ou services pour répondre aux besoins spécifiques des marchés étrangers. Enfin, l'investissement direct permet à l'entreprise de conserver un contrôle total sur ses activités à l'étranger, ce qui lui donne la possibilité de développer des politiques de fabrication et de marketing alignées sur ses objectifs à long terme. Cependant, l'investissement direct comporte également un inconvénient majeur. L'entreprise doit réaliser un lourd investissement dans un environnement étranger qui comporte des risques monétaires, commerciaux et politiques. Il peut y avoir des incertitudes concernant la rentabilité et la réussite de l'investissement, en particulier dans des marchés émergents ou dans des pays ayant une situation économique ou politique instable. Malgré ces risques, dans certains cas, l'investissement direct est incontournable si l'entreprise souhaite s'introduire efficacement sur le marché local et accéder aux avantages qu'il offre. Le dernier mode d'accès est l'acquisition. L'acquisition est une autre stratégie utilisée pour certaines entreprises pour s'implanter sur un marché étranger. Au lieu de créer une présence depuis zéro, ces entreprises choisissent d'acquérir des marques ou des entreprises locales existantes pour compléter leur portefeuille de marques ou étendre leur empreinte géographique. Cette approche de croissance externe présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet à l'entreprise acquéreuse d'accéder rapidement et efficacement au marché local en évitant le processus souvent long et coûteux de création d'une présence à partir de zéro. En conquérant une marque locale déjà établie, l'entreprise bénéficie également de la notoriété et de la clientèle existante de cette marque, ce qui peut faciliter l'entrée sur le marché et réduire les risques. En outre, l'acquisition peut permettre à l'entreprise d'accéder à une expertise locale et à des connaissances du marché spécifique, ce qui est précieux pour s'adapter aux préférences et aux besoins des clients locaux. Cela peut également fournir des avantages concurrentiels en termes de distribution, de réseau de fournisseurs et de relations avec les autorités locales. Cependant, l'acquisition n'est pas sans ses effets. Elle peut être coûteuse en fonction de la taille et de la notoriété de la marque ou de l'entreprise acquise. De plus, l'intégration de la nouvelle acquisition dans la stratégie globale de l'entreprise peut nécessiter des efforts importants de gestion et de coordination. Donc, l'acquisition est une stratégie de croissance externe qui offre une voie rapide et efficace pour s'implanter sur un marché étranger en exploitant les actifs et la clientèle d'une marque ou d'une entreprise locale déjà établie. Cela permet à l'entreprise d'établir une présence intime sur le marché et de tirer parti des avantages concurrentiels locaux, tout en renforçant son portefeuille global de marques. Et maintenant, nous allons aborder comment élaborer un plan du marketing international. Lorsqu'une entreprise est présente sur plusieurs marchés, elle doit décider si elle doit adapter ou non sa politique marketing aux conditions locales et dans quelle mesure. Et ces deux approches extrêmes sont possibles: la standardisation et l'adaptation. La standardisation, cette approche consiste à proposer le même produit au même prix dans les mêmes circuits de distribution et avec la même communication marketing sur tous les marchés où l'entreprise est présente. L'idée est de créer une offre globale uniforme, ce qui peut générer des économies d'échelle, simplifier la gestion
et renforcer la cohérence de la marque dans le monde entier. Pour l'adaptation, cette approche implique d'adapter tous les éléments du mix marketing, produits, prix, distribution, communication aux spécificités de chaque marché local. Chaque marché est considéré comme unique et l'entreprise propose des offres sur mesure pour répondre aux besoins et aux références des consommateurs locaux. Ces deux approches, standardisation et adaptation, ont leurs avantages et leurs inconvénients. La standardisation peut offrir une gestion plus facile et une image de marque cohérente. En revanche, elle peut négliger les particularités locales, ce qui peut nuire à l'adoption du produit par les consommateurs et entraîner un manque de pertinence sur certains marchés. D'un autre côté, la différenciation totale, c'est-à-dire l'adaptation, permet une adaptation complète aux spécificités locales, ce qui peut améliorer l'acceptation des produits et renforcer la satisfaction des clients. Cependant aussi, cela peut entraîner des coûts plus élevés en raison de la complexité de la gestion et de la production pour chaque marché. Alors, la plupart des entreprises adoptent une voie intermédiaire entre ces deux approches extrêmes. Elles mettent en place une stratégie de marketing global qui conserve certains éléments standardisés pour les gains d'efficacité et de cohérence, tout en adaptant d'autres éléments aux particularités de chaque marché local. Cette approche permet de trouver un équilibre entre les avantages de la standardisation et de différenciation pour optimiser les performances sur les marchés internationaux. Posons maintenant la question comment segmenter les marchés internationaux. Les entreprises internationales peuvent également segmenter les marchés en fonction des facteurs politiques et juridiques tels que le type et la stabilité du gouvernement, la réceptivité aux entreprises étrangères, les réglementations monétaires et le niveau de bureaucratie. Les facteurs culturels peuvent également être utilisés en regroupant les marchés en fonction des langues, des religions, des valeurs et des attitudes, des coutumes et des modèles comportementaux communs. La segmentation des marchés internationaux en fonction de facteurs géographiques, économiques, politiques, culturels et autres suppose que les segments devraient consister en clusters de pays. Cependant, grâce aux nouvelles technologies de communication, les spécialistes du marketing peuvent désormais définir et atteindre des segments de consommateurs partageant des besoins et des comportements similaires, peu importe où ils se trouvent dans le monde. En utilisant la segmentation intermarché, également appelée segmentation transfrontalière, ils forment des segments de consommateurs qui ont des besoins et des comportements similaires même s'ils se trouvent dans des pays différents. Par exemple, certaines entreprises ciblent spécifiquement les pays émergents tels que le BRICS, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui sont en croissance rapide et présentent une forte augmentation du pouvoir d'achat de leur population. D'autres entreprises adoptent une approche plus ciblée en s'adressant à des segments spécifiques de consommateurs ayant des caractéristiques communes indépendamment de leur emplacement géographique. Par exemple, une entreprise de mode peut cibler les consommateurs soucieux de la mode mais économiquement dans plusieurs pays en leur proposant des vêtements abordables et de tendance. Maintenant, comment former la marque dans le marketing international? La gestion des marques à l'échelle internationale peut être complexe et variée. Certaines entreprises choisissent d'utiliser le même nom de marque dans tous les pays où elles opèrent, tandis que d'autres optent pour des noms de marque différents selon les spécificités locales. Donc, voici quelques points importants concernant la gestion des marques à l'international.
Tout d'abord, commençons par le nom de marque identique. Certaines marques utilisent le même nom partout dans le monde. Cela peut être avantageux pour créer une image de marque cohérente et reconnaissable à l'échelle mondiale. Par exemple, on a L'Oréal et Nestlé conservent leur nom de marque identique dans tous les pays où ils sont présents. On a d'autres points aussi, on a les noms de marques différentes. D'autres entreprises préfèrent utiliser des noms de marques différents dans différents pays. Cela peut être dû à des raisons historiques, culturelles ou linguistiques. Par exemple, la lessive Ariel est commercialisée sous le nom de Tide dans de nombreux pays. Ces différences de noms peuvent être utilisées pour confronter des connotations spécifiques à la marque dans chaque marché. D'autres points aussi concernant la marque est l'uniformisation des marques. De nombreuses entreprises cherchent aujourd'hui à uniformiser leurs marques à l'échelle internationale pour disposer de marques fortes et cohérentes partout dans le monde. Cela permet d'améliorer la reconnaissance de la marque et de renforcer sa valeur. Certaines sociétés comme Unilever ont entrepris de réduire le nombre de marques qu'elles gèrent en les homogénéisant au niveau international. D'autres points aussi concernant les marques ou la gestion des marques à l'international est le positionnement différencié. Il est possible qu'une même marque ait des positionnements différents selon le pays. Cela peut être dû aux différences de perception et d'attente des consommateurs dans chaque marché. Par exemple, Honda peut évoquer différents attributs de valeur selon le pays, en fonction des besoins et des préférences des consommateurs locaux. En fin de compte, la gestion des marques à l'échelle internationale est un équilibre subtil entre l'uniformisation pour renforcer la reconnaissance et la valeur de la marque et l'adaptation aux spécificités locales pour répondre aux besoins des consommateurs sur chaque marché. Chaque entreprise doit trouver la meilleure approche en fonction de sa stratégie globale et des particularités de chaque marché cible. Passons maintenant à la formulation de la politique des produits au niveau international. Lorsqu'une entreprise attaque un marché étranger, elle peut adopter différentes stratégies concernant le produit qu'elle propose sur ce marché. Maintenant, voici les trois principales stratégies liées au produit. La première stratégie est l'extension. Cette stratégie consiste à commercialiser le même produit avec la même communication sur le marché étranger, considérant que le produit répond aux mêmes besoins fondamentaux dans tous les pays. Cette approche est souvent utilisée par les entreprises dont le produit est universellement apprécié et n'a pas besoin d'adaptation spécifique pour réussir à l'international. Par exemple, Google et eBay ont adopté une stratégie d'extension en traduisant simplement leur site web d'origine pour les marchés non anglophones. L'avantage de cette stratégie est qu'elle permet de minimiser les coûts de recherche et développement, de conception et de fabrication supplémentaires. La deuxième stratégie est l'adaptation. Cette stratégie consiste à prendre en compte les préférences ou les coutumes locales du marché étranger, tout en conservant la même communication pour le produit. L'entreprise peut concevoir un produit spécifique pour une région du monde ou développer des versions distinctes pour différents pays. Par exemple, certaines marques de produits alimentaires adaptent leurs recettes pour satisfaire les goûts locaux dans chaque pays. Cette approche permet de mieux répondre aux attentes des consommateurs locaux, mais elle peut entraîner des coûts supplémentaires de développement et de production. La troisième stratégie est la création de produits. Cette stratégie implique de développer des produits à technologie simplifiée ou adaptés pour répondre aux besoins spécifiques du marché étranger. L'entreprise
peut également créer des produits entièrement nouveaux pour ce marché. Cette approche peut être coûteuse car elle nécessite des investissements importants en recherche et développement, mais si le produit rencontre le succès, elle peut générer d'excellents résultats. Par exemple, Samsung a lancé des réfrigérateurs Duracool en Afrique, conçus pour conserver les aliments offrés pendant les coupures de courant, répondant ainsi à un besoin spécifique de la région. Chaque stratégie présente ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépendra de la nature du produit, des préférences des consommateurs locaux et de la capacité de l'entreprise à investir dans la recherche et le développement. Certaines entreprises peuvent opter pour une combinaison de ces stratégies en fonction des marchés spécifiques qu'elles ciblent. Alors maintenant, comment formuler la politique communication au niveau international? La communication est un élément crucial pour une entreprise internationale qui souhaite attaquer un marché étranger. Plusieurs stratégies de communication peuvent être adoptées en fonction des spécificités de chaque marché cible. Il y a les messages standardisés. Certaines entreprises utilisent le même message publicitaire dans le monde entier sans le modifier pour s'adapter aux spécificités locales. Cette approche peut être utilisée lorsque le message est universellement compréhensible et attrayant pour les consommateurs de tous les pays. Par exemple, Evian a utilisé les mêmes publicités sur les bébés rollers et les t-shirts danseurs dans le monde entier. Il y a l'autre stratégie est l'adaptation du message. Dans d'autres cas, l'entreprise peut adapter le message publicitaire pour tenir compte des différences culturelles et linguistiques entre les pays. Par exemple, les couleurs ou le texte peuvent être modifiés pour éviter toute incompatibilité culturelle flagrante. Coca-Cola réalise un ensemble de publicités globales parmi lesquelles chaque pays choisit celle qui correspond le mieux à ses besoins. D'autres stratégies de communication et les campagnes spécifiques. Parfois, les campagnes publicitaires spécifiques sont conçues pour certains marchés en prenant en compte les préférences et les spécificités locales. Cela peut inclure des publicités spécifiques destinées à des groupes démographiques particuliers ou en réponse à des réglementations locales. L'autre stratégie de communication est la conformité aux réglementations locales. Les entreprises internationales doivent également prendre en compte les réglementations locales concernant la publicité. Chaque pays peut avoir des règles différentes concernant les publicités destinées par exemple aux enfants, les stéréotypes de genre, la représentation des femmes, etc. Une autre stratégie de communication internationale, les techniques de promotion des ventes. Les techniques de promotion des ventes doivent également être adaptées aux lois locales. Les réglementations sur les promotions, les remises, les offres spéciales, etc. peuvent varier d'un pays à l'autre et doivent être respectées pour éviter toute infraction. Une autre stratégie est les habitudes d'exposition aux médias. Les habitudes d'exposition aux médias varient également d'un pays à l'autre, tout comme les audiences des différents canaux de communication, presse, télévision, Internet. Donc l'entreprise doit prendre en compte ces différences pour optimiser l'efficacité de ses campagnes publicitaires. En conclusion, la communication doit être soigneusement adaptée en fonction des spécificités culturelles, linguistiques, réglementaires et médiatiques de chaque marché étranger. Une approche flexible et réfléchie de la communication est essentielle pour réussir à s'internationaliser avec succès. Passons au prix. Comment formuler la politique prix au niveau du marketing international? La fixation du prix est une décision cruciale pour une entreprise internationale qui souhaite attaquer un marché étranger.
Trois principales stratégies de prix peuvent être adoptées. Il y a, commençons par le prix uniforme. L'entreprise peut choisir de maintenir le même prix pour son produit dans tous les marchés, indépendamment des différences de niveau de vie entre les pays. Cette approche peut simplifier la gestion des prix, mais peut ignorer les disparités économiques entre les marchés. La deuxième stratégie de fixation des prix est le prix adapté à la demande locale. Une autre option consiste à ajuster le prix en fonction de la demande et du pouvoir d'achat de chaque marché. Cela peut être utile pour maximiser la rentabilité dans chaque pays, mais cela peut également entraîner des importations parallèles, c'est-à-dire la revente de produits d'un marché à un autre où le prix est plus élevé. D'autres stratégies de fixation des prix et les prix basés sur les coûts locaux. L'entreprise peut également fixer le prix en tenant compte des coûts spécifiques à chaque marché tels que les droits de douane, les frais de transport et les fluctuations de change. Cela peut conduire à des prix différents entre les pays pour des raisons internes, mais cela peut également entraîner des problèmes de marge pour les distributeurs, de concurrence avec des produits importés à des prix aussi plus bas. Au niveau interne, l'entreprise doit également déterminer le prix de cession à ses filiales étrangères. Un prix trop élevé peut limiter les possibilités de vente des filiales, tandis qu'un prix trop bas peut être accusé de dumping, c'est-à-dire la vente à un prix inférieur au coût et au prix du marché domestique. Un autre défi lié aux prix internationaux est le problème des importations parallèles. Des distributeurs non autorisés peuvent acheter des produits dans des pays où ils sont moins chers pour les revendre sur d'autres marchés. Pour lutter contre les circuits parallèles, certaines entreprises peuvent apporter des modifications mineures aux produits vendus dans différents pays. En conclusion, la fixation des prix internationaux est un processus complexe qui nécessite une analyse approfondie des marchés, des coûts et de la demande et des réglementations locales. Une approche stratégique et flexible est essentielle pour réussir à adapter efficacement les prix aux spécificités de chaque marché étranger. Et le dernier élément dans l'élaboration du plan marketing international, la distribution. La distribution est un aspect essentiel du plan marketing international pour une entreprise mondiale. Lorsqu'elle envisage de distribuer ses produits sur les marchés étrangers, elle doit prendre en compte l'ensemble des circuits de distribution jusqu'au consommateur final. Ce circuit comprend trois principaux intermédiaires. Le service international des vendeurs, c'est le maillon central qui supervise les différents canaux de distribution et peut constituer lui-même un des canaux de distribution. Deuxièmement, les canaux de distribution internationaux. Ils sont responsables de l'acheminement des produits jusqu'au marché étranger et prennent des décisions concernant le choix de l'intermédiaire, les modes de transport, ainsi que les aspects financiers et de gestion des risques. Troisièmement, troisième circuit, c'est les canaux nationaux. Ils assurent la distribution des produits sur des marchés nationaux et sont souvent gérés par des distributeurs locaux qui connaissent bien le marché. Lorsqu'une entreprise multinationale entre sur un marché étranger, elle préfère souvent s'appuyer sur des distributeurs locaux qui ont une connaissance approfondie du marché national. Cependant, ces différends peuvent parfois survenir entre l'entreprise et son distributeur local concernant les investissements, la politique de l'entreprise, les objectifs, etc. Pour assurer une collaboration réussie, il est essentiel que l'entreprise investisse dans son distributeur local et que les deux parties négocient des objectifs acceptables pour chacun. Les circuits de distribution
peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre en termes du nombre et de la taille des points de vente. Certains pays ont des chaînes de supermarchés dominantes couvrant de vastes zones de chalandise, tandis que d'autres ont une distribution très fragmentée avec un grand nombre de petits points de vente par habitant. Certaines grandes enseignes de distribution telles que Carrefour, Metro, Tesco et Walmart se développent à l'international, adaptant souvent leur modèle aux spécificités locales pour réussir sur le marché étranger. La capacité à adapter la distribution en fonction des particularités de chaque marché est essentielle pour le succès d'une entreprise sur le plan international. Et nous sommes arrivés à la fin de ce cours et avant de le clôturer, on fait quelques rappels de ce qu'on a vu dans ce chapitre. Tout d'abord, la mondialisation a eu un impact significatif sur la manière dont les entreprises opèrent à l'échelle internationale. Elle a ouvert de nouvelles opportunités commerciales à travers le monde. Les entreprises cherchent à pénétrer de nouveaux marchés pour accéder à une clientèle plus large, augmenter leurs ventes et réaliser des économies d'échelle en produisant davantage. Les entreprises doivent décider dans combien de pays elles souhaitent être présentes. Cette décision peut être influencée par des facteurs tels que la demande des marchés, la concurrence, les coûts d'entrée et la capacité de l'entreprise à gérer les opérations internationales. Après avoir décidé du nombre de pays, l'entreprise évalue les différents marchés pour déterminer où elle souhaite s'implanter. Cela implique une analyse approfondie des opportunités et des risques de chaque marché ainsi que l'évaluation des avantages concurrentiels que l'entreprise peut exploiter. Chaque marché a ses propres caractéristiques culturelles, économiques et réglementaires. L'entreprise doit adapter ses produits et ses services, ses stratégies de marketing pour répondre aux besoins spécifiques de chaque marché. Une fois les marchés cibles sélectionnés, l'entreprise élabore un plan de marketing international. Cela peut impliquer des décisions sur la tarification, la promotion, la distribution et la communication adaptées à chaque marché. Et enfin, l'entreprise met en œuvre son plan de marketing international dans chaque marché cible. Elle surveille ensuite les performances, ajuste les stratégies en fonction des réactions des marchés et des concurrents et reste flexible pour s'adapter aux changements. On a vu aussi dans ce chapitre les modes d'entrée sur le marché étranger. Et on a vu l'exportation directe, c'est-à-dire l'entreprise vend directement ses produits ou services à des clients étrangers. Cela peut se faire en établissant des contacts avec des distributeurs ou des détaillants étrangers en créant une présence en ligne ou en ouvrant des points de vente dans d'autres pays. Il y a l'exportation indirecte. Dans ce cas, l'entreprise s'appuie sur des intermédiaires tels que des agents commerciaux, des courtiers ou des distributeurs locaux pour vendre ses produits sur le marché étranger. On a vu aussi la cession de licence. L'entreprise accorde le droit d'utiliser sa technologie, sa marque ou son savoir-faire moyennant des redevances. Cela permet à une entreprise étrangère de profiter des avantages d'une marque ou d'une technologie établie. Il y a aussi le joint venture, c'est-à-dire deux entreprises, l'une locale et l'autre étrangère, forment une entreprise commune pour partager les ressources, les compétences et les risques. Cela permet d'accéder aux connaissances locales et de réduire les risques associés à l'expansion à l'étranger. On a vu aussi l'investissement direct, c'est-à-dire l'entreprise crée une filiale ou une succursale dans le pays cible. Cela permet un contrôle direct sur les opérations et une meilleure intégration avec le marché local. On a vu aussi l'acquisition de marques locales, c'est-à-dire l'entreprise achète une entreprise locale déjà établie dans le pays cible.
Cela permet d'entrer rapidement sur le marché en bénéficiant de la clientèle et des ressources existantes. Et on a vu ici aussi que le choix du mode d'entrée dépendra de nombreux facteurs tels que les ressources financières de l'entreprise, sa connaissance du marché étranger, les risques et avantages potentiels de chaque option, ainsi que les contraintes réglementaires et culturelles propres à chaque marché. On a vu aussi dans ce chapitre quelques éléments essentiels dans la formulation du marketing mix dans le marché international. Et on a vu l'adaptation de la marque et du produit, c'est-à-dire les préférences culturelles, les habitudes de consommation et les normes réglementaires varient d'un pays à l'autre. L'entreprise doit déterminer si ces produits nécessitent des modifications pour répondre aux besoins et aux goûts locaux tout en conservant la cohérence de sa marque. Il y a la communication adaptée, c'est-à-dire la manière dont les messages sont communiqués peut varier en fonction de la culture, de la langue et des valeurs locales. Les entreprises doivent s'assurer que leurs campagnes publicitaires, leurs promotions et leurs supports de communication sont adaptés au contexte du pays ou du marché cible. Il y a les prix, c'est-à-dire les stratégies de tarification doivent tenir compte des niveaux de revenus, des habitudes d'achat et de la concurrence locale. Il peut être nécessaire de fixer des prix différents pour chaque marché tout en maintenant la rentabilité globale. Il y a la distribution, c'est-à-dire les canaux de distribution peuvent différer d'un pays à l'autre en raison des infrastructures logistiques, des préférences d'achat et des habitudes de consommation. L'entreprise doit choisir les canaux de distribution les plus adaptés à chaque marché. Et on a aussi vu qu'il existe que l'entreprise doit équilibrer entre la standardisation et l'adaptation, c'est-à-dire trouver le bon équilibre entre une approche uniforme, standardisation, et une adaptation complète aux particularités locales est cruciale. Trop d'adaptation peut entraîner une perte de cohérence de la marque, tandis que une standardisation excessive peut négliger les besoins spécifiques des marchés. Et on a aussi vu les objectifs et les caractéristiques des marchés cibles. La stratégie d'adaptation dépendra des objectifs de l'entreprise pour chaque marché, comme maximiser les parts de marché, générer des bénéfices ou introduire des innovations. Les caractéristiques culturelles, économiques et réglementaires des démarches ciblées joueront également un rôle clé dans cette décision. Et en fin de compte, la clé réside dans la capacité de l'entreprise à comprendre les nuances de chaque marché cible et à ajuster sa stratégie marketing en conséquence, tout en maintenant une cohérence globale qui renforce l'identité de la marque. Donc, c'est ça la fin de notre cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.